Ma future ex-femme m'a trompé avec mon frère, et elle veut que je paie une pension alimentaire. J'ai 32 ans, et je suppose que la façon la plus simple de me décrire, c'est de dire qu'avant, je pensais comprendre ce qu'était la loyauté. Mon père m'a appris très tôt qu'on doit prendre soin de sa famille, qu'on soutient les siens, quoi qu'il arrive, et qu'en retour, ils font de même pour nous. C'était le fondement de ma vie, pendant la majeure partie de mon existence. J'ai grandi dans une petite ville du Midwest, comme un gamin américain ordinaire, à courir avec mon frère, et à essayer d'impressionner mon père à la moindre petite réussite. Ma mère était toujours occupée par son travail, mais elle était le cœur tendre de notre foyer, nous répétant sans cesse de rester unis. Pendant des années, j'ai cru que rien ni personne ne pourrait planter un clou entre nous. En grandissant, j'ai rencontré ma femme dans une ville voisine, par l'intermédiaire d'un ami commun. Nous avons vécu cette histoire d'amour typique des petites villes. Après quelques mois de fréquentation, nous avons décidé que, ensemble, nous pourrions tout surmonter. Nous nous sommes mariés en pensant que nous nous engagions pour une vie entière de camaraderie et de dévouement inébranlable. Au début, nous avions l'impression d'être invincibles. Peut-être étions-nous trop jeunes, ou peut-être pensions-nous en savoir plus que nous n'en savions réellement. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes mariés, nous avançant sur ce que je croyais être un chemin bâti sur la confiance. Les choses ont commencé à changer il y a environ 1 an, mais je n'ai jamais pu poser le doigt sur le moment exact où tout a commencé à se défaire. Ma femme et moi avions des disputes, rien d'inhabituel dans un mariage, mais chaque désaccord semblait plus lourd, comme si le poids de quelque chose de plus grand pesait sur nous. Elle a commencé à passer plus de temps à sortir avec ses amis, et elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'espace pour se vider la tête. J'ai essayé de me montrer compréhensif, mais la distance entre nous était devenue presque palpable. Nos conversations sont devenues tendues, réduites à des banalités, ou à des politesses pour savoir comment s'était passée notre journée. Je me répétais que tous les couples traversaient des passages à vide, et je me raccrochais à l'espoir que nous retrouverions notre étincelle. Un soir, je me souviens être rentré du travail et avoir vu ma femme debout dans la cuisine. Elle avait les larmes aux yeux, mais pas ce genre de larmes qui expriment la douleur, plutôt de la culpabilité. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a assuré qu'elle était simplement fatiguée. C'était une explication bancale, mais j'ai laissé passer. Au fond de moi, pourtant, quelque chose s'est noué dans mes tripes, me prévenant que nous étions au bord d'une révélation douloureuse, même si je n'arrivais pas à voir clairement de quoi il s'agissait. Quelques semaines plus tard, ma femme m'a dit qu'elle rejoignait mon frère pour déjeuner, afin de discuter d'une affaire liée au patrimoine de notre famille élargie. Mon frère gérait quelques affaires immobilières, et il s'est toujours vanté d'être l'homme de la situation pour tout conseil concernant les terrains ou les biens. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il me semblait logique qu'il souhaite avoir son avis si cela me concernait, mais la façon dont elle me l'a annoncé, la voix un peu trop rapide, le regard fuyant a fait bondir mon cœur. J'ai essayé de chasser cela, en me disant que je faisais de la paranoïa. Après tout, il s'agissait de mon frère, le gars qui me poursuivait dans le jardin quand j'étais gamin, celui qui m'avait appris à lancer une balle brossée. Pourquoi aurais-je soupçonné quoi que ce soit d'anormal? À partir de ce moment-là, cependant, d'étranges détails se sont accumulés. Ma femme est devenue très protectrice avec son téléphone, le posant systématiquement face contre table. Un jour, j'ai aperçu un message entrant d'un coup d'œil, et il venait de mon frère. Elle a vu que je regardais, a attrapé l'appareil, et s'est précipitée dans l'autre pièce. Cela m'a perturbé, mais j'ai essayé de ravaler mes doutes. Elle préparait peut-être une grande surprise, ou elle avait peut-être besoin de conseils personnels venant de lui. Je cherchais n'importe quelle raison rationnelle, n'importe quoi qui me permettrait de continuer à leur faire confiance à tous les deux. Au fil du temps, j'ai senti que tout convergeait vers un point de rupture. Ma mère m'a pris à part un jour, lors d'un dîner de famille, pour me demander pourquoi j'avais l'air si tendu auprès de mon frère. J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, mais j'avais horreur de lui mentir, tout comme j'avais horreur de me mentir à moi-même. Un fossé intangible se creusait. Ma femme disparaissait pendant des heures pour faire des courses, et mon frère m'affichait des faux sourires à chaque fois que nous nous croisions dans les réunions de famille. C'était comme s'ils gardaient tous les deux un secret, enveloppé sous des couches de politesse feinte. Puis est venu le jour où tout a basculé. Ma femme a annoncé qu'elle était enceinte. Au début, j'ai ressenti une vague d'émotions contradictoires, la confusion, suivie d'une lueur de joie, puis une montée d'angoisse. Nous n'avions pas vraiment été intimes depuis un moment, trop de disputes, trop de tensions.
Une partie de moi voulait encore célébrer l'idée d'être père, mais quelque me rongeait l'esprit. Lorsqu'elle me l'a annoncé, elle semblait curieusement abattue, comme si elle s'attendait à une explosion ou à une crise. J'ai essayé de me montrer réconfortant, et je lui ai dit que nous trouverions une solution, mais une fois seul, j'étouffais sous l'anxiété. Une semaine ou deux plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de l'une de nos amies communes, une personne proche de ma femme. Elle a semblé hésitante au début, mais elle a déclaré qu'elle ne pouvait plus me laisser avancer dans le noir. Elle a avoué que ma femme et mon frère se fréquentaient dans mon dos depuis des mois. L'ami m'a dit qu'il s'inquiétait parce que ma femme envisageait de me dire que le bébé était le mien, même s'il lui arrivait de confier en privé qu'il pourrait être de mon frère. Ma main est devenue glacée sur le téléphone, et tout s'est effondré en moi. L'amie s'est excusée, a dit qu'elle se sentait malade de porter ce secret, puis a raccroché. C'est à ce moment précis que mon monde a volé en éclats. J'ai pensé aux messages tardifs, au déjeuner qui s'éternisait, à cette discussion immobilière qui ne semblait jamais finir. Tout prenait un sens. Mon frère, mon propre sang, m'avait trahi, tout comme ma femme. Je n'arrivais même pas à comprendre comment elle pouvait me regarder dans les yeux chaque jour. Ma tête tournait, submergée par un mélange de chagrin et de rage. J'ai voulu les affronter tous les deux immédiatement, mais je me suis forcé à attendre, et à rassembler des preuves. Si j'y allais sans bille en main, il nierait tout, et retournerait la situation contre moi. J'ai donc décidé de garder mes distances, et d'observer. Je n'ai pas laissé paraître que je savais. J'ai contacté discrètement un avocat, lui expliquant que je soupçonnais une infidélité, et que j'aurais peut-être besoin d'un test de paternité pour confirmer si ce bébé était réellement le mien. L'avocat m'a détaillé la manière dont cela se passait habituellement devant les tribunaux. Si l'enfant était légalement présumé être le mien à la naissance, je serais contraint d'assumer la pension alimentaire, à moins de contester la paternité dans les temps. Cette certitude m'a donné la nausée. L'idée que ma femme et mon frère puissent orchestrer une situation où je serais légalement responsable de leur enfant dépassait l'entendement. Cependant, cela m'a aussi donné de la force. Je n'allais pas me laisser faire, ni les laisser détruire ma vie. Il fallait que je joue cette carte prudemment. J'ai commencé à documenter chaque interaction suspecte, des captures d'écran de messages textuels lorsque je pouvais les apercevoir, en notant les heures et les dates où elle prétendait être avec des amis, alors qu'elle était probablement avec lui. Je voulais un dossier en béton armé si cela devait se terminer par un divorce féroce. Ma femme maintenait sa façade de normalité, ou du moins, elle essayait. Mais je voyais la culpabilité dans ses yeux. Parfois, je me demandais si elle éprouvait des remords, ou si elle avait simplement peur de se faire prendre. Finalement, la tension est devenue trop lourde pour être ignorée. Ma femme a exigé que nous parlions de notre avenir. Elle insistait sur le fait que nous devions sécuriser nos finances pour le bébé, voire déménager dans un endroit plus grand. Je lui ai demandé de but en blanc, « Es-tu sûr que ce bébé est le mien ?» Elle a pâli, puis s'est mise sur la défensive, m'accusant de ne pas lui faire confiance. C'est là que ma colère a failli exploser, mais je me suis forcé à rester calme. Je lui ai dit qu'avant de prendre la moindre décision, je voulais un test de paternité. Elle a éclaté en sanglots, me traitant de paranoïaque et de cruel, sans pourtant jamais affirmer catégoriquement « Oui, cet enfant est absolument le tien ». Quelques jours plus tard, alors que j'étais chez mes parents, mon frère est entré. À la seconde où je l'ai vu, chaque muscle de mon corps s'est tendu. Il m'a jeté un regard en coin, comme s'il savait que j'avais des soupçons. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à me dire. Il a bégayé, a joué les confus, puis a dit « De quoi tu parles ?» Mon père est intervenu, sentant l'hostilité. Je me suis retenu, parce que je ne voulais pas faire d'éclat devant mes parents sans preuve solide. J'ai quitté la maison peu après, en me jurant intérieurement que je ferais éclater la vérité, d'une manière ou d'une autre. En mon fort intérieur, j'étais aux prises avec des émotions contradictoires, la trahison, la rage, l'incrédulité. Le fait que ma femme soit enceinte ne faisait qu'ajouter un sentiment d'urgence. Si je n'agissais pas rapidement, je serais désigné père sur l'acte de naissance par défaut. L'idée que ces deux personnes que j'avais aimées puissent me faire porter la charge d'un enfant qui n'était peut-être même pas le mien atteignait le cœur même de mon être. J'étais déterminé à me battre, mais il fallait aussi que je sois prudent. Si je perdais le contrôle et agissais de manière irréfléchie, mon frère en profiterait pour me faire passer pour la partie instable. Pourtant, je sentais l'adrénaline monter. Je voulais que justice soit faite.
Je voulais qu'il paie pour avoir détruit ma foi en la famille. Mon frère avait toujours été arrogant, mais je n'aurais jamais pensé qu'il tomberait aussi bas. Ma femme, quant à elle. La simple pensée d'elle me donnait désormais la nausée. J'étais furieux, mais le chagrin couvait toujours sous la colère. Elle avait été ma partenaire, quelqu'un à qui je croyais pouvoir confier ma vie. Cette confiance s'était envolée, remplacée par la résolution de m'assurer qu'ils fassent face aux conséquences de chaque choix égoïste et manipulateur qu'ils avaient fait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai posé les bases de ce que je savais être une confrontation explosive. J'ai planifié un rendez-vous avec mon avocat, et je lui ai tout exposé, les soupçons d'adultère, l'enfant potentiel qui n'était peut-être pas le mien, et mon plan de contester la paternité si nécessaire. Mon avocat m'a expliqué les délais légaux selon les lois de notre État. Si ma femme accouchait alors que nous étions encore légalement mariés, l'enfant serait présumé être le mien, à moins que je ne conteste dans une fenêtre de temps très précise. Cette fenêtre était courte, je devais donc agir vite. J'ai senti mon pouce accélérer lorsque l'avocat m'a expliqué à quel point les tribunaux avaient tendance à maintenir le père marital responsable de la pension alimentaire par défaut. C'était une prise de conscience glaciale. L'aplomb de ma femme, qui supposait que je paierais la facture pendant qu'elle m'infidélisait avec mon frère, me rendait fou de rage. Mais mon avocat m'a aussi redonné espoir. Si je pouvais fournir des preuves de la liaison et obtenir un test ADN, le tribunal pourrait me délier de toute obligation financière. En d'autres termes, si l'enfant n'était pas le mien, j'aurais une voie vers la liberté. Ce soir-là, j'ai confronté ma femme avec les documents pour le test de paternité. Je les ai posés sur la table de la salle à manger. Elle a sursauté, a tenté de se montrer indignée, mais ses yeux la trahissaient. Elle a bégayé des propos absurdes sur le fait que je l'humiliais, que je ne montrais aucune confiance envers notre mariage. Je lui ai dit calmement qu'elle ne m'avait donné aucune raison de lui faire confiance, et que la seule façon de régler cela était de passer ce test. J'étais prêt à entendre des aveux, mais elle s'est simplement murée dans le silence. Puis, sortie de nulle part, elle a lâché « Tu ne peux pas simplement te défiler de tes responsabilités. Même si tu me hais en ce moment, tu seras toujours financièrement responsable de ce bébé. » Son ton était si froid, si résolu, comme si elle avait déjà décidé qu'elle me trairait pour obtenir une pension alimentaire quoi qu'il arrive. C'était comme un coup de poignard dans le ventre. Je lui ai dit que si je m'avérais être le père, je ne fuirais pas mes responsabilités, mais je l'ai aussi prévenu que si elle me mentait, je m'assurerais que la vérité éclate au tribunal. Nous n'avons plus adressé la parole du reste de la soirée. Elle est restée dans la chambre, je suis resté sur le canapé. Toute la maison ressemblait à une zone de guerre. Tôt le lendemain matin, elle a fait son sac et est partie. J'avais l'intime conviction qu'elle s'était rendue directement chez mon frère. Le pire était que je ne cessais de me remettre en question. J'aurais peut-être dû essayer de discuter davantage, j'aurais peut-être dû exiger qu'elle avoue tout. Mais au fond de moi, je savais que rien de tout cela n'aurait changé la situation. Elle tenait absolument à enterrer ce secret, ou du moins à contrôler la version des faits à son avantage. Pendant son absence, j'ai passé mon temps à rassembler le moindre élément de preuve possible. J'ai aussi envisagé d'engager un détective privé, quelqu'un qui pourrait éventuellement les surprendre ensemble. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce ne serait peut-être pas nécessaire si le test de paternité me fournissait les munitions requises. Mon avocat m'a indiqué que nous pouvions également demander le divorce pour adultère, mais que la charge de la preuve pouvait être élevée. Quoi qu'il en soit, je savais qu'un test démontrant que l'enfant n'était pas le mien constituerait une preuve d'infidélité accablante. J'étais déchiré, une partie de moi voulait un divorce immédiat, tandis qu'une autre désirait la vengeance ultime, être méthodique, irréprochable, et agir entièrement selon mes propres termes. 2 jours plus tard, j'ai reçu la visite inattendue de mon père. Il a frappé à ma porte, le visage marqué par l'inquiétude. Dès que je l'ai laissé entrer, il m'a demandé ce qui se passait entre ma femme, mon frère et moi. Il m'a dit que ma femme lui avait raconté que je l'accusais de choses impensables, et que mon frère prétendait que j'avais perdu la tête. Je voyais la peine dans les yeux de mon père, il ne savait sincèrement pas qui croire. J'ai tout expliqué calmement, le comportement suspect, la chronologie de la grossesse, le renseignement transmis par notre amie commune, et ma demande de test de paternité. Mon père n'a pas dit grand-chose. Il s'est contenté d'écouter, les sourcils froncés, secouant parfois la tête comme s'il n'arrivait pas à concevoir que cela puisse être vrai. Il a fini par déclarer « Je veux croire que mes fils ne se feraient pas ça l'un à l'autre. Mais si c'est vrai,
nous devons régler cela correctement. Plus tard dans l'après-midi, mon père a organisé une réunion de famille chez mes parents. J'ai d'abord refusé, pensant que cela tournerait au désastre, mais j'ai réalisé que c'était peut-être ma chance de coincer ma femme et mon frère devant quelqu'un qui méritait la vérité. Ma mère était là aussi, se tordant les mains d'angoisse. Lorsque ma femme et mon frère sont arrivés, ils ont immédiatement essayé de paraître indignés, comme si j'étais le méchant dans un scénario tordu. Ma femme a prétendu que j'inventais des histoires, que j'étais paranoïaque et que je laissais ma jalousie prendre le dessus. Mon frère essayait de rester silencieux, mais lâchait de temps en temps de petites remarques sur le fait que je surréagissais. C'est alors que j'ai claqué les documents du test de paternité sur la table. J'ai dit, expliquez-moi pourquoi ma femme refuse de passer ce simple test, si elle est si sûre que je suis le père. On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de ma femme est devenu blême, et mon frère a détourné le regard. Ma mère leur a demandé directement, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit? Ils ont bégayé, essayant de prétendre que j'étais violent et contrôlant. J'ai ri jaune, tout en gardant mon calme autant que possible, et je leur ai dit que le tribunal ne le verrait pas de cet œil une fois que j'aurais demandé le divorce pour adultère. Mon père s'est levé, la voix tremblante, et leur a dit à tous les deux qu'il voulait une réponse honnête. Ma femme a craqué la première. Elle a fondu en larmes, disant que tout cela était une erreur, qu'elle avait été confuse, que cela ne s'était produit qu'une ou deux fois, et qu'elle le regrettait. Mon frère l'a foudroyée du regard, furieux qu'elle ait pratiquement avoué. Il a tenté de prétendre que c'était un accident, quelque chose qui était simplement arrivé. Je lui ai demandé de but en blanc si le bébé était le mien ou le sien. Le silence qui a suivi m'en a dit assez. J'ai annoncé mon intention de demander le divorce, et que si l'enfant s'avérait être de mon frère, je contesterais toute responsabilité. Ma mère s'est effondrée en pleurs, et mon père semblait sous le choc. Ma femme m'a attrapé le bras en suppliant, « Tu ne peux pas me laisser comme ça, j'ai besoin de toi. » L'ironie était si forte qu'elle m'étouffait presque. Elle avait besoin de moi, et pourtant elle était allée se jeter dans les bras de mon propre frère en cachette. J'ai repoussé sa main. Le lendemain, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai rendu visite à mon avocat, j'ai engagé la procédure de divorce pour adultère, et j'ai demandé un test de paternité officiel par l'intermédiaire des tribunaux. Ma femme recevrait les papiers sous peu. Les étincelles ont jailli immédiatement. Ma femme s'est mise à m'appeler et à me bombarder de messages sans s'arrêter, m'accusant de détruire sa vie. Mon frère m'a envoyé des messages à la limite de la menace, me disant que je ferais mieux de ne pas traîner le nom de notre famille dans la boue. Et pourtant, ils étaient là, les vrais coupables, à exiger que je me soumette. L'aplomb dont ils faisaient preuve était sidérant. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère, en pleurs, me racontant que ma femme s'était présentée chez eux pour supplier qu'on l'aide. Mon père n'a rien voulu savoir, il en avait assez des mensonges. Il lui a dit de partir tant que le test de paternité ne serait pas réglé. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que mon père me choisissait, plutôt que de céder aux manipulations de mon frère. Mais cela s'est fait au prix de la destruction de notre famille. La voix de mon père au téléphone était lourde de regrets, mais il a dit qu'il ne pouvait pas cautionner ce qui s'était passé. Pendant ce temps, je sentais le désespoir de ma femme. Ses messages sont passés de la colère à la supplication pour obtenir un compromis. Elle affirmait qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. L'audace d'une telle requête m'a piqué au vif, arranger les choses alors que l'enfant de mon frère était potentiellement en route. Puis est venu le coup bas, elle a menacé de dire au tribunal que j'étais un conjoint indigne, que j'avais été négligent sur le plan émotionnel, voire violent. C'était évidemment faux, mais j'ai reconnu sa tactique, elle essayait de m'intimider pour que je renonce. Mon frère, pour ne pas être en reste, a tenté un autre coup d'éclat, il s'est présenté à mon travail sans prévenir, en me disant que si je le traînais dans une bataille juridique, il prétendrait que c'était moi l'agresseur, et qu'il n'avait couché avec ma femme que parce que je la négligeais. Il a menacé de ruiner ma réputation dans notre communauté. Ce jour-là, j'ai failli perdre mon sang-froid, mais j'ai gardé la tête froide et je lui ai ordonné de quitter les lieux avant que j'appelle la sécurité. J'ai décidé que s'il voulait jouer sale, je me préparerais encore plus rigoureusement. J'ai documenté sa visite, rédigé un court rapport sur l'incident au cas où il tenterait autre chose. Mon avocat m'a conseillé de tout garder par écrit pour me protéger. Tout ce chaos convergeait vers une explosion inévitable. Je sentais ma rancœur brûler comme un feu de forêt, mais je réalisais aussi que je devais rester concentré.
Si je me laissais guider par la colère, ils exploiteraient cela devant le tribunal. Je suis donc resté méthodique. J'ai coopéré pleinement au test de paternité, j'ai tout soumis dans les temps, et je m'assurais que mon avocat dispose de copies de tous les documents pertinents, y compris des messages qui laissaient entendre qu'ils avaient une liaison. Ma femme continuait de résister au test, le repoussant sous divers prétextes, mais légalement, elle ne pouvait pas y échapper éternellement. Je comptais les jours jusqu'à ce que nous ayons les résultats noir sur blanc. Au milieu de tout cela, je me demandais parfois, cherchais-je à me venger, ou cherchais-je simplement justice? Mais chaque fois que je me rappelais l'air suffisant de mon frère, ou la demande déplacée de ma femme que je paie pour un bébé qui était probablement le sien, je réalisais qu'ils avaient mérité le moindre retour de bâton. Ils avaient menti, manipulé, et s'attendaient à ce que j'en assume les conséquences. Une telle trahison méritait un règlement de compte, et je me préparais à le leur livrer. Le jour du test de paternité est arrivé. Ma femme a tenté de le reporter, mais l'ordonnance du tribunal était claire, elle devait s'y conformer. Je m'y suis rendu avec mon avocat, et ma femme est arrivée seule, l'air à la fois furieux et anxieux. Elle m'a à peine regardé dans les yeux. Nous avons tous deux soumis nos échantillons, puis il n'y a plus eu qu'à attendre. La tension était palpable. J'ai quitté le centre avec l'impression que toute ma vie était en suspens. Si le test disait que l'enfant était le mien, je serais entraîné dans une bataille pour la garde avec une femme qui m'avait trahi de la pire des manières. Si ce n'était pas le cas, je pourrais couper les ponts plus facilement, mais je devrais toujours faire face au désastre émotionnel découlant de la découverte que mon frère était le vrai père. Pendant cette période d'attente, mon frère a continué d'essayer de contrôler le récit, racontant à la famille élargie que j'inventais un drame, que ma femme et moi avions des problèmes conjugaux, et que je cherchais simplement quelqu'un à blâmer. Certains proches m'ont contacté, confus face à toutes ces rumeurs. J'ai décidé de ne pas leur étaler tous les détails, mais j'ai clairement fait savoir que quelque chose de très grave s'était produit. Mon père et ma mère sont restés pratiquement silencieux. Je pense qu'ils essayaient tous deux de se faire à l'idée qu'un de leurs fils avait trahi l'autre de manière si absolue. Puis, les résultats sont enfin arrivés. Mon avocat m'a fait venir dans son bureau et m'a tendu l'enveloppe. Il a dit, ne l'ouvrez pas ici ou à la maison. Mon cœur battait la chamade. J'ai choisi de l'ouvrir immédiatement, là, devant lui. Le test concluait avec une quasi-certitude que je n'étais pas le père. Même si je m'en doutais, le voir noir sur blanc m'a fait l'effet d'un coup de poing à l'estomac. C'était bien là, l'enfant que ma femme portait était biologiquement celui de mon frère, pas le mien. Une vague de soulagement, de colère et de chagrin m'a submergé en même temps. Soulagement de ne pas être piégé financièrement, colère face à l'ampleur de leur trahison, chagrin parce que, malgré tout, une toute petite partie de moi avait espéré devenir père mais simplement pas dans ces conditions. Mon avocat m'a assuré que ces résultats soutiendraient lourdement ma demande de divorce et me libéreraient de toute obligation de pension alimentaire. Il m'a également conseillé de finaliser le divorce le plus rapidement possible afin d'éviter toute complication à la naissance. Le jour même, j'ai convoqué une réunion avec mon père, ma mère, mon frère et ma femme. Je voulais qu'ils soient tous dans la même pièce pour faire face aux résultats. Ma femme a tenté de protester, craignant probablement la honte publique, mais j'ai insisté. Mon père n'a pas discuté, même si je voyais le chagrin dans ses yeux. Nous nous sommes rassemblés dans le salon de mes parents. Mon frère était déjà là quand je suis arrivé, assis raide sur une chaise. Ma mère était assise sur le canapé, serrant un mouchoir, tandis que mon père se tenait dans un coin, les bras croisés. Ma femme est arrivée la dernière, ayant l'air de préférer disparaître plutôt que de subir cela. J'ai tendu à mon père l'enveloppe contenant les résultats officiels. À mesure qu'il lisait le contenu, j'ai entendu son souffle se couper. Ma mère a levé les yeux, cherchant un indice sur son visage, puis il lui a transmis silencieusement les papiers. Elle s'est mise à pleurer, les larmes coulant sur ses joues au fur et à mesure qu'elle réalisait. Ma femme a bougé nerveusement, puis a lâché, je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à personne. Mon frère a dégluti difficilement, essayant de paraître impassible, sans y parvenir. J'ai gardé une voix ferme en m'adressant à eux tous, le test de paternité montre que je ne suis pas le père. Cela signifie que ma future ex-femme porte l'enfant de mon frère. J'ai la preuve de leur liaison, et je demande le divorce pour adultère. J'ai fixé ma femme du regard, tu n'auras pas un centime de ma part. Ni pour toi, ni pour le bébé. Si tu essaies, je produirai ces preuves au tribunal,
et je m'assurerai que tu fasses face aux conséquences. Elle s'est contentée de bégayer des excuses, comme si cela allait effacer des mois de rencontres secrètes. Mon frère a tenté d'argumenter que la situation était compliquée, qu'il n'était pas sûr de pouvoir assumer le rôle de parent. L'aplomb de ses paroles m'a rendu furieux, il avait aidé à créer ce désastre, et maintenant il voulait esquiver ses responsabilités. Je lui ai dit, on récolte ce que l'on sème. Ne compte plus sur moi pour régler tes problèmes. Il a commencé à protester, mais je l'ai coupé en lui rappelant qu'il m'avait menacé sur mon lieu de travail pour que je me taise. Mon père a écouté, médusé, pendant que je racontais cette tentative d'intimidation. Ma mère a pleuré de plus belle. Toute la scène était brute, inconfortable, mais absolument nécessaire. Je voulais qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils avaient fait. Ma femme s'est effondrée sur le canapé, se cachant le visage dans les mains. Mon frère s'est levé, faisant les 100 pas, marmonnant que tout cela était une énorme erreur. Mon père a finalement brisé le silence, la voix tremblante, « Comment avez-vous pu faire ça à notre famille? C'est ton frère, c'est ton mari. À quoi pensiez-vous » Personne n'avait de réponse valable. La colère de mon père s'est tournée vers mon frère, lui disant qu'il devait grandir et assumer ses responsabilités. Mon frère n'a pas répondu, se contentant de murmurer des excuses confuses sur le fait qu'il était seul et perdu. J'ai ressenti une pointe d'amertume en voyant qu'il pouvait dénigrer mon mariage et me tromper dans mon dos sous prétexte qu'il se sentait seul. Après cela, la réunion a sombré dans le chaos et les tentatives désespérées de limiter les dégâts. Ma femme s'est excusée à maintes reprises, mais je n'avais aucun intérêt à l'écouter. Mon frère a prétendu qu'il arrangerait les choses, bien qu'il soit incapable de dire comment. Ma mère m'a pris à part, me suppliant d'envisager une thérapie ou une médiation, n'importe quoi qui pourrait empêcher la famille de se briser totalement. Je lui ai dit calmement que c'était irréparable, que je refusais de continuer à être le paillasson sur lequel ils essuyaient leurs prétentions. Au cours des jours suivants, ma femme m'a bombardé de messages, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, aucune ressource, et que j'étais cruel de la laisser enceinte et seule. Cela n'a fait qu'alimenter ma résolution. Mon frère et elle m'avaient poignardé dans le dos, et pourtant ils s'attendaient à ce que je sois leur filet de sécurité. Absolument pas. J'ai bloqué son numéro et j'ai commencé à faire mes cartons pour emménager ailleurs. L'avocat m'avait recommandé de garder mes distances jusqu'à la finalisation du divorce, c'est donc exactement ce que j'ai fait. Sur le plan juridique, le processus s'est déroulé plus vite que prévu. Avec les preuves d'adultère et le test de paternité, mon dossier était solide. Ma femme, ou plutôt ma future ex-femme, a tenté de faire traîner les choses en prétendant qu'elle avait besoin d'une prestation compensatoire, mais mon avocat a répliqué que son infidélité était la cause directe de la rupture. Le juge, d'après mon avocat, ne verrait pas d'un bon œil quelqu'un qui tentait de forcer un conjoint innocent à payer une pension alimentaire pour un enfant conçu lors d'un adultère. Pourtant, rien n'est jamais garanti au tribunal, et je suis resté vigilant. Je ne voulais pas qu'il me fasse un coup de dernière minute. Mon frère m'a envoyé un unique message, « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu. J'avais passé assez de temps dans ma vie à jouer le bon frère, celui qui soutient les autres. Il avait pris ma gentillesse et s'en était servi pour saboter mon mariage. S'il voulait sauver une relation, il aurait dû y penser avant de coucher avec ma femme. Alors que tout était enclenché, j'ai planifié mes étapes suivantes avec soin. Une audience finale était prévue dans quelques semaines. Ma femme semblait désespérée, mais pour l'instant, elle ne pouvait plus faire grand-chose. La veille de l'audience, j'ai reçu un appel de mon père qui m'a dit, « Mon fils, je sais que c'est ton combat, mais ta mère et moi voulons que tu saches que nous te soutenons. Nous serons là si tu as besoin de nous. » J'ai ressenti une immense gratitude en voyant qu'au moins, mes parents reconnaissaient de quel côté de la ligne je me tenais. Mon père m'a raconté que mon frère avait essayé de s'excuser, mais que le mal était fait. Ils étaient déçus et en colère, et il lui avait dit qu'il devait gérer la situation de cet enfant par lui-même. C'était bon de savoir que j'avais un peu de soutien, même si j'étais encore sous le choc de la trahison. À ce stade, je ne cherchais pas seulement une séparation légale, je voulais m'assurer qu'il ne profiterait plus jamais de moi. Je voulais une rupture nette, libérée de toute obligation envers un enfant qui n'était pas le mien, et libérée des embrouilles toxiques que ma femme et mon frère avaient créées. C'était la seule voie possible pour moi, la seule façon de retrouver ma dignité après avoir été traîné dans ce cauchemar. Une partie de moi reconnaissait que ma soif de justice et même de revanche était forte, mais c'était plus que cela, il s'agissait de justice.
Ils m'avaient fait du tort et n'avaient montré aucun remords, sauf lorsqu'ils avaient eu peur de se faire prendre. Désormais, ils devaient faire face aux conséquences de leurs actes, et je m'apprêtais à mener cela à son terme. Le jour de l'audience finale, je suis entré dans le tribunal en ressentant une vague d'énergie nerveuse. J'avais mon avocat à mes côtés, et je me sentais prêt. Ma future ex-femme est arrivée, l'air débraillé et paniqué. Mon frère n'était pas présent, mais je supposais que c'était pour éviter de faire face directement aux retombées. Le juge a appelé notre affaire, et je m'avance. Ma femme se tenait de l'autre côté, les mains tremblantes, tandis que son avocat tentait de la dépeindre comme la victime d'une mésentente conjugale. Ils ont même essayé d'argumenter que l'implication de mon frère n'était qu'un écart de conduite passager, sous-entendant que je devrais tout de même fournir un soutien financier puisque l'enfant naîtrait pendant notre mariage. Mais mon avocat était prêt. Il a présenté le test de paternité, la preuve de l'adultère, et les messages indiquant qu'ils se fréquentaient depuis un bon moment. Lorsque l'avocat de ma femme a tenté de pivoter en évoquant un préjudice émotionnel, le juge l'a coupé net. Juridiquement, les résultats du test étaient irréfutables. Le juge a déclaré que je n'étais nullement obligé de subvenir aux besoins d'un enfant dont il était prouvé qu'il n'était pas le mien, en particulier dans ces circonstances. De plus, les preuves d'infidélité me donnaient un motif solide pour un divorce pour faute, affaiblissant considérablement sa demande de prestations compensatoires. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, elle avait l'air anéantie, des larmes coulant sur ses joues. Peut-être réalisait-elle à quel point elle avait mal joué son coup, en pensant qu'elle pourrait me manipuler éternellement. Le juge, d'un ton ferme mais mesuré, a expliqué que bien que le tribunal compatisse à sa maternité à venir, elle devrait régler toute question financière ou de soutien avec le père biologique, mon frère. Entendre cela a été un moment de satisfaction sombre mais pure. J'avais obtenu exactement ce que je voulais, un décret final de divorce, aucune obligation concernant la pension alimentaire pour enfants, et aucune prestation compensatoire au-delà d'un accord minimal standard dans ce type de dossier, juste assez pour couvrir les formalités juridiques de base. Lorsque ce fut terminé, je suis sorti de la salle d'audience en ayant l'impression qu'un poids immense s'était envolé de ma poitrine. J'avais tenu bon, refusé d'être utilisé, et j'en sortais réhabilité. Ma femme a essayé de m'interpeller dans le couloir, mais je suis passé à côté d'elle à grands pas. Elle m'a appelé, disant qu'elle était désolée, qu'elle était perdue, qu'elle avait fait une erreur. Je ne me suis même pas retourné. On fait une erreur une fois, peut-être deux, mais dans son cas, il s'agissait d'une trahison délibérée et prolongée. Elle n'avait aucun droit à ma sympathie. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, déterminé à prendre un nouveau départ. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai entendu quelques échos de sa situation. Elle a emménagé temporairement chez une ancienne amie. Mon frère, apparemment, l'a rejetée, refusant de prendre ses appels et ne voulant pas assumer la responsabilité de la grossesse qu'il avait aidé à provoquer. La rumeur disait que mes parents étaient déchirés, mais mon père a clairement fait savoir à mon frère que s'il n'assumait pas son rôle pour l'enfant, il n'était pas le bienvenu chez eux. Ma mère, éternelle conciliatrice, a tenté d'organiser une discussion entre mon frère et mon ex-femme, mais je me suis tenu à l'écart. C'était leur lit, ils n'avaient qu'à s'y coucher. Malgré tout, j'ai ressenti un pincement au cœur pour le bébé. Cet enfant était innocent, coincé avec un père qui cherchait à esquiver ses responsabilités et une mère prête à mentir sur la paternité. Mais je ne pouvais pas porter cette charge, j'avais déjà fait assez d'efforts émotionnels. Le sentiment de justice que j'éprouvais pour avoir défendu mes droits l'emportait sur la peine résiduelle. Dans mon esprit, j'ai qualifié cette étape finale de revanche, bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesquine vengeance personnelle, il s'agissait de veiller à ce qu'ils récoltent les conséquences de leurs actes. Ils avaient tenté de me coincer, m'avaient utilisé comme bouc émissaire pour leur trahison, et s'attendaient à ce que je m'écrase financièrement. Au lieu de cela, j'ai utilisé le système juridique pour me défendre. Désormais, mon ex-femme était privée de mes revenus, et mon frère faisait face à une immense responsabilité qu'il avait désespérément cherché à éviter. Leur tentative de manipulation s'était retournée contre eux de manière spectaculaire. Certains proches m'ont contacté, exprimant leur choc et me demandant ma version des faits. J'ai été honnête, tout en gardant les détails au minimum, leur expliquant que j'avais gagné mon procès et que j'étais libre d'avancer. Certains ont pitié de mon ex-femme, affirmant qu'elle allait mener une vie difficile en tant que mère célibataire, tandis que d'autres ont fermement condamné ses actes. Je ne voulais plus être pris au piège des drames familiaux, ma part était faite. C'était irréel de revenir à la vie quotidienne après tant de chaos.
J'avais encore des cauchemars et des accès de colère, mais chaque jour, l'amertume relâchait son emprise, remplacée par un optimisme prudent quant à l'avenir. Je me suis concentré sur mon travail, sur la reconstruction de mes finances, et sur ma guérison émotionnelle. Parfois, je me surprenais à me demander si mon frère essaierait un jour de présenter de vraies excuses. Peut-être qu'un jour, il réaliserait à quel point il avait brisé notre lien. Mais c'était son cheminement, pas le mien. Lorsque j'ai signé les papiers définitifs du divorce, je me suis arrêté un instant, repensant à la façon dont tout cela avait commencé, cette croyance naïve que la famille se soutient toujours, cette idée simpliste que mon mariage était bâti sur la confiance. Tout cela avait disparu. Mais à la place, j'ai découvert que j'étais plus fort que je ne me l'étais jamais accordé. J'étais capable de chercher la justice et d'exiger le respect pour moi-même. En fin de compte, je suis reparti avec quelque chose de plus précieux que n'importe quel accord financier, ma dignité. Je ne les ai pas laissés faire de moi un idiot. Pendant que mon ex-femme et mon frère se débattaient avec les conséquences de leurs actes, j'ai saisi la chance de tout reconstruire à partir de zéro. Je ne dirais pas que c'était une fin heureuse à proprement parler, mais c'était une fin libératrice. J'étais libre, avec une page blanche, et je ne leur devais absolument rien. En regardant en arrière, je vois un chapitre douloureux de ma vie, un chapitre rempli de tromperies et de trahisons. Mais je vois aussi un tournant, le moment où j'ai décidé que je ne laisserais personne me piétiner. Et cela, je crois que c'était la plus grande des victoires. S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est que parfois, il faut affronter les vérités les plus laides pour protéger son propre avenir. Les personnes qui trahissent votre confiance tenteront peut-être toutes les manœuvres égoïstes possibles, mais si vous restez ferme et que vous vous entourez du bon soutien, vous pouvez vous élever au-dessus des ruines qu'elles laissent derrière elles. C'est là que j'en suis aujourd'hui, j'avance, refusant d'être défini par leurs actes, et j'entre dans la prochaine étape de ma vie en sachant que je suis plus fort, plus sage, et libéré des mensonges du passé.